Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire le bilan de la saison des Français. Vous écoutez la deuxième partie de ce bilan, toujours présent pour m'épauler. C'est Charles que j'accueille immédiatement. Salut Charlie. Salut Josh, et ouais, toujours là pour parler des Français. Mais ouais, c'était cool déjà le premier épisode. Je vous le conseille, chers auditeurs, pour ceux qui n'auraient pas écouté ce premier épisode, vous le retrouvez sur les pages du podcast. C'est l'épisode juste avant. D'ailleurs, je voulais faire une petite correction, un petit erratum. On avait dit, tiens, ouais, la France, on est le premier contingent de pays non américains. Eh ben non, c'est le Canada. Ils ont 24 joueurs, les Canadiens. On en a 22 au total, nous. Voilà, j'ai fait les comptes, j'ai regardé, j'ai vérifié, j'ai fait mon travail, le travail que j'aurais dû faire avant de partir dans des, dans des chiffrages totalement hasardeux. Donc voilà. Écoute, c'est bien de corriger, mais je préfère continuer à penser qu'on est les premiers. On est les premiers. Putain, mais j'aime bien comment tu réfléchis. On est les premiers. On est les premiers, un point, c'est tout. Moi, j'espère qu'on sera les premiers, surtout au JO de Los Angeles, là. Si jamais ça a lieu, j'espère qu'on sera les premiers à ce moment-là. Ah, franchement, si vraiment... Si on va chercher un gros résultat là-bas, ce serait incroyable. Ah, moi j'y crois à mort. Et on va parler de deux, trois personnes dans ce podcast, justement, pour lesquelles j'ai des bons espoirs pour un futur rôle dans l'équipe de France. On va parler de ça. On va commencer immédiatement dans le vif du sujet avec les deux Français qui évoluent aux Wizards de Washington, Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr. J'aimerais commencer par Bilal. 21 ans, c'est une troisième saison en NBA, marquée par les blessures, avec des hauts et des bas. Je pense, Charlie, qu'on aurait été en droit d'espérer une progression un peu plus marquée de la part de Bilal. Alors, les blessures, clairement, n'ont pas aidé à trouver du rythme. Il s'est confié d'ailleurs sur cet aspect dans différentes interviews, notamment la dimension mentale des blessures, comment ça peut te mettre en l'air, en fait, enfin te mettre en hors rythme, hors concentration sur ta propre évolution, le stress que ça peut générer. On connaît les qualités de ce joueur, c'est un profil défensif à fort potentiel. Je pense qu'il peut défendre énormément de positions sur le terrain, au moins de 4 à 1. Donc ailier fort, ailier, arrière meneur, je pense qu'il peut tout à fait faire ça. Même certains pivots, je pense qu'il est capable de les prendre sans trop de difficultés, surtout qu'il commence à s'épaissir un peu Ouais. musculairement, physiquement. Mais c'est offensivement, clairement, que Bilal doit passer un cap. On a vu quelques éclairs encourageants, notamment au mois de mars. On a bien vu qu'il avait signé quelques belles sorties au scoring, notamment. Mais c'est son efficacité qui laisse clairement à désirer. Est-ce qu'il va être un des bénéficiaires des passes de Trae Young quand cette équipe sera au complet, de la gravité du meneur et éventuellement d'Anthony Davis, si tout le monde est disponible en début de saison prochaine? Je pose la question. On commence, j'ai l'impression, avec Bilal Coulibaly, à quitter les rives des promesses de la jeunesse, du potentiel qu'il a démontré jusqu'alors. On entre un peu plus désormais dans le terrain concret, du moins la saison prochaine, pour moi, ça sera le cas. Je pense qu'il va devoir à ce moment-là faire la démonstration de son talent, le fait qu'il mérite du temps de jeu et que ça peut être un élément positif sur le parquet, ce qui n'est pas vraiment le cas encore aujourd'hui. Ouais, bah en fait, il y a toujours une forme de frustration. Moi, j'avoue, quand je vois jouer Bilal Coulibaly, tu l'as dit, il a eu une saison un peu perturbée par les blessures. Il a commencé d'ailleurs avec des difficultés. Il avait été opéré après l'Eurobasket et on sent qu'il a mis un peu de temps avant de retrouver ses marques. Et même après ça, il a eu pas mal de petits pépins physiques qui l'ont empêché de vraiment pouvoir enchaîner les rencontres et donc de trouver du rythme. C'est vrai qu'on a un peu cette sensation que cette saison, il stagne un peu. Moi, j'aimerais bien le voir plus entreprenant en attaque, en progression sur son shoot. Il a des très grosses qualités défensives, tu l'as dit, athlétiquement, c'est très sérieux. Et d'ailleurs, il a quelques très beaux highlights sur son début de carrière NBA. Mais c'est clair qu'on aimerait bien qu'il progresse offensivement, qu'il trouve une forme de régularité, notamment sur son shoot. Et si c'est le cas, il peut vraiment devenir un joueur qui compte en NBA, il a les qualités pour ça. Maintenant, le problème, c'est que le temps commence un tout petit peu à presser. Il faut qu'il passe à la vitesse supérieure en attaque, sinon il risque aussi de voir son temps de jeu diminuer dès la saison prochaine, parce que t'as évoqué Trae Young, Anthony Davis, il y aura aussi un choix de draft. Ouais.
La saison prochaine, les Wizards, logiquement, devraient être plus ambitieux vu les moves qu'ils ont faits. Et c'est clair qu'en fonction de ce qui va se passer, c'est pas impossible, par exemple, d'imaginer Bilal perdre sa place de titulaire. Et c'est pas forcément dramatique en soi. Avec ses qualités, je suis sûr qu'il peut avoir un impact en sortie de banc, mais c'est quand même pas l'idéal. Et c'est clair que ouais, on est un peu en attente de cette progression offensive. Mais vraiment, je suis persuadé que s'il arrive à passer un cap en attaque, c'est un profil qui est utile dans n'importe quelle équipe, Bilal Koulibaly. En fait, mon problème avec lui, c'est sa constance. C'est un peu ce que tu as dit, c'est souligné, et je pense que c'est le truc le plus important le concernant. Est-ce que c'est un joueur qui est capable d'être constant offensivement, défensivement, effectivement, il n'y a pas trop de doute là-dessus, mais c'est pas ça qui va le maintenir malheureusement aujourd'hui dans la NBA moderne. Dans la NBA moderne, tu peux pas être sur le terrain si t'es pas capable de planter un tir ouvert. Bah, alors, oui, je suis dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avoue que je pense qu'en l'état, il peut avoir un rôle à jouer en NBA. Tu vois, typiquement, comme Energizer en sortie de banc, c'est un profil qui peut être intéressant. Mais pour moi, s'il veut espérer plus, c'est clair que là, il faudra vraiment passer un cap, quoi. Complètement, ouais. Alors, moi, je repense toujours à Ludort au tout début, quand tu le voyais notamment dans la bulle avec le Thunder, où il était à 100 lieues de ce qu'il est devenu aujourd'hui, et c'était pas forcément facile de se projeter sur sa trajectoire. Et franchement, tu ne peux que avoir un respect monstrueux pour Ludort par rapport au taf qui a été produit pour aujourd'hui être titulaire dans une équipe qui joue le titre NBA. Est-ce que Bilal Koulibaly, alors on va peut-être pas aller jusque dans la comparaison directe avec Ludort, mais est-ce que Bilal Koulibaly est capable, il a 21 ans, donc il a encore une marge de progression et une marge de tolérance, voilà ce qu'on peut dire, certaine. Mais je me pose vraiment la question aujourd'hui de savoir si, bah pour moi, c'est mentalement en fait que ce joueur doit réussir à passer un cap. Et Ouais, offensif, et sur le côté offensif du terrain, clairement. Aujourd'hui, tu sens qu'il y a encore quelques hésitations. Et pourtant, parfois, tu as ces éclairs offensifs, tu as ces moments où tu te dis, mais putain, Bilal, en fait, tu, c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais régulièrement, il faut que tu le fasses de ouais, c'est façon ça. avec beaucoup plus de constance, quoi. Ouais, sur ces bons soirs, c'est clair que vraiment c'est un profil où tu te dis, ce joueur-là, il est utile partout. Et après, c'est aussi une question d'être dans la bonne équipe, le bon contexte. Tu vois, Lou Dort, par exemple, cette saison, au shoot de mémoire, c'est quand même pas terrible. Je me demande s'il est pas sur une de ses pires saisons en termes d'adresse. Bah, ça n'empêche qu'il est indispensable aussi parce qu'il est dans le bon système, avec les bons coéquipiers autour Ouais, de lui. Tout ça, ça aide, c'est sûr. Et ça, pour le moment, c'est quelque chose qu'on peut difficilement juger. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a aucune idée du visage qu'auront les Wizards la saison prochaine. On peut se projeter un peu en envisageant la présence constante de Trae Young, d'Anthony Davis, etc., etc. Mais on n'a aucune garantie sur le fait que le coaching staff soit le même la saison prochaine. On n'a aucune garantie sur comment leur jeu offensif va s'articuler, etc., etc. complètement. Et le fait aujourd'hui, enfin, la saison des Wizards, quand tu écoutes, que ce soit Bilal Koulibaly ou Alexandre Sarr, euh, quand tu les écoutes parler de la saison, ils sont pas mécontents de la saison. Ils sont là en train de se dire c'est mieux que la saison dernière. Il y a quand même eu des choses positives, même si le record n'est pas ce qu'il désirait. Il y a eu de la progression et ainsi de suite. Ok, pourquoi pas. Mais je maintiens que une équipe comme ça, qu'avec des jeunes, quasiment aucun vétéran, moins plus. Ils ont commencé la saison, ils en avaient, ils en ont quasiment plus aujourd'hui. Trae Young a fait quelques matchs. C'est très difficile de comprendre ce qu'ils ont entre les mains avec lui et sur le terrain. Je pense que la présence d'un vrai meneur va être extrêmement importante. Je pense qu'il va falloir. Cette franchise, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont proposer la saison prochaine. Parce que pour moi, il y a des grandes décisions à prendre pour le bien-être et l'évolution des talents qui sont là. Parce que ce qui se passe en ce moment-là à Washington, pour moi, c'est quasiment impossible que quelqu'un s'épanouisse là-dedans. Quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de structure, que tout, ils sont un peu, enfin, que c'est un peu, faites vos trucs. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un manque d'encadrement. Alors que ça doit pas être le cas probablement, mais je sais pas qui peut s'épanouir là-dedans concrètement et évoluer
dans le contexte d'un match NBA et d'une carrière NBA, quoi. J'ai du mal à comprendre comment ça se passe. Ouais, mais moi, ça là-dessus, je suis 100% d'accord. Et d'ailleurs, c'est déjà quelque chose qu'on avait évoqué quand on avait fait le premier bilan des Français en décembre. On avait évoqué le fait qu'il fallait absolument que les Wizards développent plus d'ambition dans les saisons à venir, parce que pour le développement des jeunes, c'est capital d'avoir un environnement un minimum compétitif. Et c'est sûr que les moves qui ont été faits, a priori, vont dans le bon sens. Maintenant, il faut transformer l'essai, et il faut effectivement que la saison prochaine, ce soit un contexte plus compétitif, tout simplement, pour permettre à ces jeunes-là de se développer réellement. Mmh. Et peut-être que tu vois, si Koulibaly il perd sa place de titulaire en début de saison prochaine, par exemple, bah, ça peut aussi peut-être lui faire du bien, en fait. Tu vois, ça peut aussi servir de déclic, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, il est dans un environnement où il est nécessaire pour pour la suite de sa carrière, et même pour tout simplement pour que sa carrière en NBA perdure, de développer des qualités qu'il n'a pas encore développées aujourd'hui. Complètement. J'ai du mal, j'ai du mal à le voir, comment dire, se faire violence dans sa façon d'être sur le terrain. Et encore une fois, je sais pas, je suis extrêmement partagé par Bilal. Je suis très enthousiaste par certains moments et certaines choses qu'il est capable de produire sur un terrain de basket. Et il y a des moments, je me dis, mais jamais de la vie, il s'en sortira, quoi. Ouais, mais Il va se faire bouffer par des mecs plus ambitieux, par des mecs plus ambitieux, quoi. Ouais, mais c'est ça. Je sais pas à quel point je me trompe. Et c'est de là que vient cette frustration. C'est qu'effectivement, sur certains matchs, on se dit, mais le plafond de ce joueur est très élevé, en fait. Et il y a d'autres moments où on se dit, ouais, mais son plancher, il est pas très élevé, lui, par contre. Et c'est vrai que on aimerait bien qu'il trouve une continuité plus importante en attaque. Écoute, ça viendra peut-être, hein, mais Ouais. il est encore jeune, hein, Bilal, de toute façon. Certes, c'est sa 3e saison, mais il a que 21 ans. Bon, tu vois, on va pas non plus dire c'est trop tard pour lui pour développer ces qualités-là. Pas du tout, mais quand je parle de structure, je parle de structure collective. Je parle d'avoir un rôle défini. Et aujourd'hui, aux Wizards, vu qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie qui existe à proprement parler, c'est très compliqué, je pense, pour des joueurs de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement sur le parquet, quoi. Je pense véritablement qu'aux Wizards, c'est important qu'il y ait une hiérarchie assez claire pour que chacun connaisse son rôle. Et aujourd'hui, je vois pas trop ça. J'ai hâte de voir s'ils vont prendre des décisions également sur le coaching. Est-ce que Oui. le coach va rester? Est-ce que le staff va changer? J'ai hâte de voir. Pour moi, il y a un énorme chantier du côté des Wizards. Euh, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, bah bien d'accord. Et effectivement, moi j'ai des gros doutes sur le coaching staff, mais écoute, on verra bien les choix qui seront faits cet été. Mm. Alexandre Sarr, donc à l'instar de Bilal Koulibaly, lui aussi a vu sa saison hachée par les blessures. Il y en a qui pourront pointer du doigt en ricanant qu'il y avait du tanking, une volonté de tanker. Mais dans les 48 matchs qu'il a joués, on a eu des performances très encourageantes de sa part. Il a 20 ans, Alex Sarr. C'est très très jeune, il est dans sa 2e saison. Et déjà, il y a les qualités au tir qui sont là, il y a cette capacité à défendre le cercle, il y a une mobilité qui laisse espérer une vraie capacité à switcher quasiment toutes les positions à l'avenir, ce qui est extrêmement intéressant pour une équipe. Il a déjà exprimé certains souhaits sur ses axes de progression à venir. Il a notamment parlé de son tir à 3 points en sortie de dribble, son pull-up, sa finition main gauche. Je pense qu'un autre chantier sera de travailler le jeu en pick and roll avec Trae Young. Alors c'est drôle parce que Trae Young, on en parle depuis tout à l'heure, mais Atlanta cartonne sans lui. J'ai hâte de voir l'impact qu'il va avoir sur les Wizards. Est-ce que ça sera positif? À quel point ça le sera? Est-ce que c'est vraiment le joueur qu'il faut pour cette franchise et les jeunes talents qui la composent? J'ai vraiment, vraiment plein de questions qui m'habitent aujourd'hui le concernant dans ce contexte Wizards. Fin février, Anthony Davis avait confié lui-même son impatience d'évoluer avec le pivot français. Il avait parlé de leur complémentarité, il avait parlé de sa volonté de lui faire profiter de son expérience dans le jeu intérieur pour l'aider à accélérer sa progression. C'est là où Trae Young et Anthony Davis vont potentiellement aider, justement. C'est ce professionnalisme, cette expérience qui va peut-être parler et aider les jeunes à se structurer, justement. J'espère qu'il sera en mesure d'être épargné par les blessures, parce que pour l'instant, c'est un truc qui arrive souvent. Alexa, alors, les Wizards sont dans des logiques où ils sont pas forcément en train de chercher à gagner, mais à voir.
J'ai envie de le voir faire une saison pleine la saison prochaine. Euh, voilà. Le voir à jouer avec un vrai meneur, j'ai hâte. Le voir évoluer avec Anthony Davis à côté de lui, j'ai hâte. Et pour l'instant, de ce que je vois d'Alexandre Sarr, sur les 2 saisons qu'il a passées en NBA déjà, je suis plutôt très encouragé sur sa capacité à devenir un joueur important. Un titulaire en force, en tout cas, très Ouais, clairement. alors bah, c'est clair. Bah, écoute, en tout cas, ouais, c'est une belle deuxième saison. Il est en progression sur quasiment tous les domaines. Euh, alors effectivement, il a eu quelques petites blessures, et notamment en février, une blessure qui lui a fait rater le Rising Star. Et son temps de jeu est limité depuis son retour. Alors évidemment, c'est pas dans l'intérêt des Wizards de mettre leurs meilleurs joueurs sur le parquet, hein, mais même comme ça, ouais, je trouve que cette saison, il a confirmé, il a progressé. Aujourd'hui, je pense que plus grand monde ne doute de sa capacité à s'imposer en NBA, voire même éventuellement à devenir un joueur important de cette ligue. Cette saison, on l'a vu avoir vraiment de l'impact face à des intérieurs référencés à NBA. On sent qu'il a pris confiance. La saison dernière, par exemple, son volume de tir à 3 points lui était parfois un peu reproché. Cette saison, il a limité cette tendance. Il prend plus de place dans la raquette. Défensivement, il a une vraie influence. Il tourne, je crois qu'il tourne, ah oui, c'est ça, il tourne à 2 comptes de moyenne par match, qui fait de lui l'un S'il des avait plus joué assez de meilleurs. matchs, je pense qu'il serait deuxième derrière Wembanyama. Bah, je crois, ouais, Je crois que c'est ça je crois pas qu'il l'histoire. y ait d'autres joueurs au-dessus des 2 comptes de moyenne. Mais ouais, il est plus efficace au rebond aussi. Alors évidemment, il peut encore progresser, hein. Avant de devenir un pivot vraiment dominant physiquement, il doit encore s'étoffer, mais il est sur le bon chemin. C'est clair que sa relation avec Trae Young, c'est un des trucs moi qui m'intrigue le plus pour la saison à venir, bien plus que son duo avec Anthony Davis, parce que d'abord on n'a aucune garantie du fait qu'Anthony Davis s'inscrive vraiment dans la durée à Oui, complètement. Washington. En plus, je sais pas si t'as vu, mais il y a quelques jours, il a fait une interview là pour Basket USA. La question sur est-ce que Anthony Davis est une forme un peu un mentor pour vous? Réponse non. Tu sens que bon, la relation pour l'instant, elle est pas très élaborée. Mais ouais, ça va être intéressant. C'est ce qu'on dit et qu'on répète. Ces genres de joueurs, ils ont besoin d'être dans un environnement compétitif. Et Washington, pour le moment, a bien fait les choses. Les arrivées de Trae Young, d'Anthony Davis, les progrès pardon de Keyshawn George, le potentiel haut choix de draft. On peut se dire que la saison prochaine, les Wizards auront l'ambition de viser les playoffs. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour lui dans un contexte plus compétitif. J'ai aussi hâte de voir comment il va composer avec la présence d'Anthony Davis, comment évidemment il va tirer parti de la présence de Trae Young à ses côtés. En tout cas, son développement est sûrement un des trucs les plus excitants à suivre pour les Français dans les saisons à venir, parce que ce qu'il a déjà montré sur ses 2 premières saisons, c'est vraiment très intéressant. Ouais, complètement. Il y a Trey Johnson aussi, leur rookie de cette saison, qui est très prometteur. Il y a quelques joueurs là-dedans, Bud Carrington, Riley. Il y a des joueurs que je me pose vraiment la question de savoir à quel point ils vont pouvoir s'inscrire dans la continuité de ce projet. De toute façon, le projet Wizards est vraiment un des trucs qui me fascine le plus. Entre donc qui a été nommé à la tête de ce front office, donc et des anciens du Thunder, plus la décision de faire venir Anthony Davis et Trae Young dans cette espèce de collection de jeunes talents qui sont aujourd'hui totalement laissés libres de leur mouvement, mais pas forcément pour les résultats qu'on pourrait espérer. Donc je me pose vraiment la question de savoir qui va vraiment profiter dans l'histoire de cette restructuration et de cette volonté. J'admire l'ambition de cette franchise, mais je me demande à quel point c'est pertinent ce qu'ils sont en train de faire. Bah, en fait, pour le savoir, il faut essayer, tu vois. Ça peut paraître un peu Non, basique non, mais comme complètement. raisonnement, Ouais. mais c'est sûr que tu vois, pour voir à quel point leurs jeunes sont compatibles avec de l'ambition, bah il faut essayer en fait, tu vois, tout simplement. Il faut les mettre dans un contexte où ils cherchent vraiment à gagner des victoires, ils cherchent vraiment à avoir une chance d'aller au play-in, voire en play-off. Et c'est un passage qui est absolument obligatoire. Alors maintenant, la question, c'est pour moi la vraie grosse question qui reste aujourd'hui aux Wizards après tous les moves qui ont été faits ces derniers mois, bah, c'est le coaching staff. Encore une fois, c'est est-ce que vraiment Brian Keefe est la bonne personne pour Mmh. emmener cette équipe vers de plus hautes ambitions? Ça, moi, j'en suis pas sûr. En tout cas, en termes de statut, contrairement à Bilal Koulibaly, où éventuellement
on peut se poser des questions sur son statut la saison prochaine, sur ses minutes. Pour moi, il n'y a pas le moindre doute sur le cas Alex Sarr. Ouais, on verra bien ce que Will Dawkins, le général manager, Travis Schlenk et toute la clique là, parviendra à faire avec ce truc. J'ai l'impression que c'est des bons, que c'est des cracks, les gars. À quel point ils vont réussir à concrétiser leur vision. Je- Très clairement, les Wizards, je pense que je vais être pénible avec les Wizards en début de saison prochaine. Ah bah J- ça fait certainement J'annonce. partie des équipes qu'il faudra surveiller. Déjà parce que évidemment ils ont 2 Français et en plus Oui, parce que oui. bah, c'est un projet qui potentiellement peut devenir excitant. Oui, et qui est pas, que je trouve assez original dans sa façon d'être monté. Je trouve ça vraiment. J'ai pas vu beaucoup de reconstructions comme celle-ci. Parce que le timing de tout, du choix des jeunes, cette opportunité incroyable qu'ils ont eue de faire venir Anthony Davis et Trae Young, qui a été saisi à la surprise générale, me fascine totalement. Je me demande si c'est ça qu'il fallait faire ou pas. J'ai hâte de voir ça. Ah, ce serait bien en tout cas que ça propulse le projet dans des nouvelles sphères, alors quand même que ces 2 joueurs dont la cote sur le marché était très basse pour rester gentil. Ils ont acheté à un prix défiant toute concurrence, quoi. C'est clair. Maintenant, est-ce que ce qu'ils ont, est-ce que ce qu'ils ont acheté est bon à mettre à la casse, ou risque pas enfin, d'avoir un effet plus négatif, enfin, de ne pas avoir l'effet escompté. Est-ce que Trae Young, à un moment, va pas trop bouffer le ballon et avoir un effet délétère sur la progression des jeunes? Je sais pas. À voir. Franchement, je suis prêt à tout. Je suis vraiment prêt à tout. On va parler des Hornets. On va commencer par Tidjane Salin, si tu veux bien. 20 ans, deuxième saison. Il a fait la navette entre la NBA et la G-League. Son mois de décembre était assez encourageant. Et je m'en souviens bien parce que je me souviens que quelques temps auparavant, j'avais décrété plein d'assurances que Tidjane Salin, c'était probablement pas le joueur qui allait rester en NBA s'il continuait sur cette lancée. Et le gars, il a enchaîné les performances. À chaque fois que je voyais Tidjane Salah un match correct, j'étais là, mais c'est pas possible. Je me suis totalement fourvoyé sur lui. Il est un peu redescendu sur terre entre temps. Il a eu des blessures aussi. Ses pourcentages de tir dans cette période-là, un peu enchanté en décembre, c'était solide. Son engagement sur le terrain était encourageant. Il y avait plus de contrôle dans son jeu. Tu avais l'impression il y avait une meilleure idée de ce qu'il fallait faire pour aider le collectif. Et d'ailleurs, Charles Lee en a parlé de ça dans son évolution à Tidjane Salin. Le fait qu'il soit capable de comprendre son rôle l'avait beaucoup aidé à être performant sur le parquet. Après, bon, ça reste un 6e choix de la draft en 2024. C'était pas la meilleure draft qui soit, mais quand même, je pense que si t'es fan des Hornets, t'es quand même un peu déçu. Là, il participe aux playoffs en G-League. J'ai envie de croire que c'est une bonne chose qu'il soit dans la même équipe que Moussa Diabaté, dont on va parler juste après. Parce que voilà, Moussa Diabaté, son parcours, c'était pas un parcours linéaire. Il a dû arracher sa place dans la ligue. Et Tidjane Salin, il a les mensurations idéales pour faire son trou en NBA. J'espère pour lui qu'il va y parvenir. Parce que pareil, lui, il a eu quelques éclats dans cette saison où tu vois le potentiel de ce type. Il est évident, quoi. Ouais, oui, je suis d'accord, mais effectivement, c'est un peu les montagnes russes sa saison. Oui, c'est ça. Il a eu des vrais moments avec du temps de jeu, notamment, tu l'as dit, en décembre, où il faisait pleinement partie de la rotation des Hornets. Il a eu des très belles perfs. Euh, bon, Défensivement, il tenait la route. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné. ouais, et alors après, effectivement, c'était difficile d'anticiper ça, parce que bah, quelques jours avant le mois de décembre, il était en G-League, mais c'est vrai que cette bonne période, elle a pas duré assez rapidement. En février, il est revenu vers un rôle plus réduit. Ouais. Il a fait plusieurs passages vers la G-League avec certaines réussites. Hein. C'est grâce à ces passages en G-League qu'il a obtenu tout ce temps de jeu en décembre, notamment. Mais oui, alors il a connu une amélioration sur plusieurs aspects. Hein. Le plus important, c'est évidemment l'adresse au shoot. Tu l'as dit, en décembre, il était très correct, pour ne pas dire mieux, au shooting. Mais c'est sûr que c'est compliqué pour lui de trouver durablement une place dans un effectif qui a progressé peut-être plus vite que ce qu'on pouvait anticiper. Et puis, ce qui est terrible aussi, c'est que Charlotte a trouvé une formule qui fonctionnait extrêmement bien à un moment où lui n'était pas là, il était en G-League, et donc forcément, bah, ça n'incite pas le coaching staff à bouleverser les Ouais, choses. c'est ça, exactement.
Je on voit bien que le coaching staff attend de lui plus d'activité sur le parquet. Charles Lee a eu plusieurs déclarations sur le fait qu'il devait pas juste penser à mettre des points, qu'il devait être plus présent dans l'intensité, développer plus de qualité de joueur sans ballon, avoir une présence défensive plus constante. En tout cas, c'est quelque chose qui est pas mal revenu dans les déclarations qu'il a fait ces derniers mois à son sujet. Mais ouais, c'est sûr que les blessures l'ont pas aidé. Là, tu vois, au mois de mars, il était sur le flanc. Je crois qu'il s'était au mollet, qu'il s'est blessé. Il a fait sa reprise en G-League il y a quelques jours. J'espère qu'il va pouvoir continuer sa progression et trouver un rôle dans cet effectif, parce que Charlotte, c'est vraiment une franchise qui monte en puissance et qui pourrait, dans les années à venir, continuer à grandir en tant qu'équipe. Et ce serait bien qu'ils réussissent à accrocher le bon wagon. On l'a vu trop de fois, si tu veux, avec trop de joueurs, qu'ils soient français ou pas, ce moment où tu vois, c'est la saison où il faut que tu accroches le bon wagon, parce que si tu le loupes, celui-là, bah, t'auras pas forcément une nouvelle chance, du moins dans cette franchise-là. Mais je suis d'accord avec toi, en termes de profil, bah, on se dit quand même que bah, c'est pas impossible pour lui de trouver un vrai rôle en NBA, d'autant qu'il est encore très jeune, hein, lui aussi, il a que 20 ans. On va évidemment pas être définitif sur les critiques, mais ouais, moi j'ai un peu peur effectivement que là cette saison, tu vois, il est un peu laissé passer bah, qu'il ait un peu laissé passer le wagon, quoi. Le moment où justement il fallait faire partie de cette rotation, parce que Charlotte Mm. s'est vraiment construit cette année en tant qu'équipe. Ils ont développé une vraie identité et ils l'ont fait sans lui. Complètement. Après, son efficacité offensive est pas catastrophique. Ah non. C'est un mec qui, je trouve, euh, a su un peu. Enfin, il a une progression qui n'est pas déconnante par rapport à sa première saison, qui était vraiment hardcore. Oui, mais en fait aujourd'hui les besoins de Charlotte ils sont pas Ah, offensifs, tu vois. mais Car ils ont complètement, déjà une attaque complètement. qui tourne du feu de Dieu. Bon, c'est un peu le problème. C'est pour ça que quand tu écoutes Charles Lee parler de Tidjane Salin, tu te rends compte que, voilà, défensivement, il voit en lui un joueur capable. Donc, c'est peut-être pas totalement mort. Après, faut bien penser que les joueurs, quand ils sont dans une franchise, ils sont aussi en démonstration vis-à-vis des 29 autres équipes qui composent la ligue. Donc, Bien sûr, et ce qu'il fait en G-League également, hein. exactement. Et Toutes 20, les franchises regardent ça. et 20 ans, c'est pareil, sa marge de progression est quand même, est quand même grande. Et c'est loin d'être terminé, quoi. Je pense il y a encore quelque chose à tirer de lui, et j'espère vraiment qu'il va trouver sa place, que ce soit au Hornets ou ailleurs. On verra bien comment ça évolue. Moussa Diabaté, son insertion dans le 5 majeur des Hornets en cours de saison, c'est ça qui a complètement bouleversé la saison de cette franchise. Son super pouvoir, ce sont les rebonds offensifs qu'il gobe comme des gâteaux apéritifs un soir de juillet sur la terrasse de ta maison de vacances. Il a également fait des progrès monumentaux dans la circulation du ballon, notamment cette capacité à ressortir les balles en direction des shooters qui ont réussi à se repositionner sur le terrain. Et il en a beaucoup parlé de ce truc-là. Charles Lee aussi a beaucoup parlé de cette qualité-là. Kobe White Lamelo aussi. Ball a parlé de cette qualité-là. Euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui l'a vraiment fait passer qui a transcendé son statut, en fait, au sein de ce collectif. Il a peur de rien, il se bat sur tous les ballons, et cette attitude de pitbull, je pense, a déteint sur le reste de l'effectif. Je ne sais pas si tu as cette sensation-là, mais moi, j'ai l'impression aujourd'hui que Moussa Diabaté, c'est un peu le visage de ce changement de trajectoire du côté des Hornets. Il incarne vraiment ça, et je trouve ça extrêmement fort. Je suis extrêmement content pour lui. Et encore une fois, je vais le dire, j'espère que les Hornets vont se qualifier en playoff et qu'on va pouvoir les regarder le plus longtemps possible. Ouais, bah c'est le moteur de cette équipe. Tu vois, juste avant, on parlait de l'importance d'accrocher le bon wagon. Bah, lui, il l'a fait. Il est absolument indispensable dans cette équipe. Il a un impact physique et défensif qui est remarquable. Tu l'as dit, il compte parmi les tout meilleurs rebondeurs offensifs de la ligue. En termes de prise par match, il est 5e derrière Donovan Clingan, Mitchell Robinson, Rudy Gobert et Jalen Duren. C'est remarquable. Il est devenu indiscutable.
Tu parles de son aptitude à ressortir les ballons. Kobe White aussi lui a rendu hommage il y a quelques jours en expliquant que c'était une des vraies forces de cette équipe, cette capacité à ressortir le ballon vers les shooters après un rebond offensif. Et c'est ça qui est très bien avec Moussa Diabaté, c'est qu'aujourd'hui il n'existe pas seulement par son intensité, il a aussi beaucoup Tout à progressé fait. sur des domaines comme celui-là. Moi, j'adore le voir jouer, ce mec-là. On a vraiment la sensation qu'il profite de chaque instant passé sur le parquet. Il est constamment à 200%. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été mentionné par le coaching staff. Le nombre de fois où ils expliquent qu'ils ont jamais vu un tel niveau d'intensité constante de la part d'un joueur. Athlétiquement, ce mec-là, il a rien à envier à qui que ce soit. Il a un profil qui fait de lui un excellent partenaire de pick and roll pour un meneur comme Lamelo. Et franchement, je vois pas ce qui pourrait l'empêcher de prendre un rôle encore plus important avec les Hornets dans les saisons qui viennent. Donc ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je croise les doigts pour que Charlotte puisse sortir du play-in. J'ai envie de voir cette équipe jouer le play-off. J'ai envie que Diabaté ait ce genre d'expérience. C'est tellement important pour la suite de sa carrière. Et au passage, récemment, il s'est exprimé sur le rôle de Russell Westbrook dans son développement et en expliquant qu'il avait été très important pour lui lors de son passage aux Clippers entre 2022 et 2024. C'est encore un qui a bénéficié de la présence de Westbrook à ses côtés au début de sa carrière. C'est quand même pas quelque chose ça colle pas forcément à l'image publique que Westbrook avait ces dernières années, mais on se rend compte qu'en fait ce mec-là, c'est vraiment un super vétéran auprès des jeunes, quoi. Je veux dire, le nombre de jeunes joueurs, ou même de joueurs tout court, enfin, qui parlent de Russell Westbrook comme quelqu'un qui a profondément Ah oui. impacté leur carrière, leur état d'esprit, la façon dont ils avaient d'attaquer leur métier chaque jour, Alors que ce mec-là, pendant c'est ses quand même grandes énorme, quoi. années, Alors qu'il y a ouais. beaucoup de fans qui passent leur temps à lui vomir dessus. Bah, c'est aussi parce que l'image de ces grandes années, c'était l'image d'un croqueur, tu vois, d'un mec, enfin, Mhm. tu vois, on n'a pas c'est pas forcément l'image que ça véhiculait, mais je suis d'accord avec toi, le nombre de mecs qui lui rendent hommage ces dernières années pour son mentorat, etc., c'est absolument génial. Ouais, et tu vois, l'autre fois, j'ai reposté, c'était la faute technique qui s'était mangée face aux Clippers en playoff avec les Nuggets dans le Game 7, où il dunk et il s'accroche au cercle exprès pour et en disant allez vous dégagez maintenant. Et ce joueur il est extraordinaire. Et Moussa c'est ce qu'il dit, c'est que il dit voilà tu vois ce mec là à l'entraînement, tu vois l'énergie qu'il a, t'as envie d'être comme ça. C'est ça que t'as envie de faire. Et quand tu sais pas trop comment faire, et quand tu vois sa relation avec Maxime Reynaud, pareil, Maxime Reynaud, Ouais. quand il parle de Russell Westbrook, tu te rends bien compte que si notre Maxime National est en train de faire son trou, on va en parler tout à l'heure, mais quand s'il fait son trou aux Kings actuellement, Russell Westbrook n'est pas totalement pour rien dans cette histoire, quoi. Ah, c'est clair. Il est même extrêmement important. Donc voilà. Moussa Diabaté, c'est un gros coup de cœur cette saison avec cette équipe de Hornets, bien évidemment. Pareil, équipe de Hornets que j'avais condamné en début de saison quand ils étaient à 15 victoires, 26 défaites ou je sais pas quoi. Là, j'étais en train de me dire, mais je les ai enfoncés, les Hornets. Je me disais, mais elle va nulle part cette franchise, c'est pas possible. Et là, voilà, tu as eu Moussa Diabaté, Con Canuple, le revival de la Melo Ball. Enfin bref, c'est un bonheur absolu. Et Charles Lee, quel coach, mon Dieu. Ouais. Je sais pas à quel point il est dans les discussions du coach de l'année, mais mon Dieu, quoi. Il y a un Moi, moment, il va falloir qu'il soit cité, quoi. C'est pas possible autrement. Il n'y avait pas grand monde. Voilà. Et Moussa Diabaté, c'est drôle parce que l'autre fois, il a parlé des trucs qu'il aimerait bosser à l'avenir dans les saisons à venir et il parlait de son tir extérieur. ouais. Alors si Moussa commence à planter des tirs extérieurs, attention les gars, quoi. On n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, là pour le coup, ça va vraiment effectivement devenir assez impressionnant en termes de panoplie, ouais. Mais moi, je vois ce mec extrêmement beau en NBA. Attention, je le vois très très fort, Moussa Diabaté. Je pense il a quel âge ce mec-là? Il a 24 ans. Je pense vraiment qu'il a encore une marge de progression certaine dans cette ligue. Ouais, c'est clair. Et lui, pour le coup, vraiment, à ce stade de sa carrière et à ce niveau de développement, mais sa présence au Hornets, c'est vraiment parfait, en fait. Tu vois, il est vraiment dans Mmh. le bon moment pour accompagner cette progression. Vraiment, c'est idéal. Et puis il a un profil qui colle tellement au basket d'aujourd'hui. Tout ce qu'il est capable de faire sur un terrain, ses capacités athlétiques. Alors lui, pour le coup, il peut défendre sur n'importe qui. Enfin, c'est quand même un bijou, ce joueur, quoi. c'est...
Je suis fan, absolument. On va parler de Sidi Sissoko au Portland Trail Blazers. Il est en contrat two-way à Portland. Il a obtenu ce contrat de 2 ans avec les Blazers fin février, aux dépens de Ryan Rupert, qui a été coupé dans la foulée. Sidi Sissoko, il a gagné ce contrat par sa défense et son énergie. Il est devenu une pièce indispensable dans la rotation de Thiago Splitter. Il a encore beaucoup à faire, très, très clairement, pour s'installer durablement dans une rotation NBA. Je me fais pas trop d'illusions là-dessus, notamment, encore une fois, comme beaucoup de joueurs français en NBA, c'est sa production offensive qui laisse à désirer. Mais à 21 ans, avec son 1m98, j'ai envie de croire que Sidi Sissoko peut devenir un 3&D capable en NBA, capable de se faire une place, de trouver un rôle dans une rotation, clairement. Personnellement, moi, je suis agréablement surpris par sa saison. Je pense que c'est un profil dont on a besoin en équipe de France à ce poste-là. Si jamais son jeu offensif montrait des signes de progression, eh ben, on serait bien content, je pense, en termes d'équipe nationale. Bah, tu m'étonnes. Ouais, bah écoute, il fait partie de ces joueurs en two-way contract qui ont su s'imposer et aller chercher une vraie place. Et en fait, je trouve qu'il est assez représentatif de cette équipe qui est sûrement pas la plus talentueuse, qui est sûrement pas celle Ouais. qui fait le plus rêver, mais qui se bat et qui surnage à l'Ouest. Enfin, je sais pas si on se rend compte que Portland, ils ont un bilan positif quand même dans cette conférence Ouest pas facile, alors qu'ils ont eu toute la saison des carences assez claires et notamment à la main. Mais oui, Et puis ils ont effectivement. commencé avec leur coach Oui. qui se fait lourder dans les premiers matchs. Enfin, Mais bref. est-ce que ça, tu vois, c'est pas positif justement pour Sidi Sissoko? Parce que quand même, Thiago Ouais, Splitter, peut-être. Ouais. quand on entend Thiago Splitter parler de lui, de ce qu'il apporte, on se dit quand même qu'il a un vrai coup à jouer. C'est Bah, clair qu'il Sissoko, il en a parlé. Il a dit qu'il avait de très bonnes relations avec John C. Billups et que pour lui, c'est pas forcément ce truc-là qui a joué dans le fait qu'il gagne ses minutes. ouais, je sais pas si c'est non, je dirais pas que c'est le truc qui a le plus joué. Maintenant, je pense que c'est quand même c'est un ensemble d'éléments, tu vois, et peut-être que c'était plus facile pour Thiago Splitter de faire ce genre de choix. En tout cas, c'est sûr qu'il s'est fait une place grâce à ses qualités défensives, grâce à sa capacité à mettre de l'intensité, quel que soit le contexte, que ça soit en tant que titulaire ou en sortie de banc. Et alors oui, il a décroché un contrat de 2 ans, mais il me semble quand même que la saison prochaine n'est pas garantie, donc Non, oui, oui, bien sûr. Ouais. on va pas se projeter, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien, mais on va pas encore se projeter. Mais c'est clair que son cas illustre vraiment l'importance de bosser constamment, de toujours se tenir prêt pour aller chercher toutes les opportunités. C'est les blessures qui lui ont donné une chance notamment, et cette chance, il s'en est emparé après avoir passé beaucoup de temps en G-League dans un début de carrière qui aurait pu en décourager beaucoup. Lui, il a jamais lâché l'affaire, et cette saison, il a enfin été récompensé pour ça, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Il est pas vieux, hein, Sidi Sissoko. Il a eu 22 ans aujourd'hui. Tiens. J'espère que la saison prochaine, il pourra continuer dans ce registre. On voit bien qu'il est tout à fait à l'aise en sortie de banc, dans un espèce de rôle d'energizer. Si en Ouais. plus, effectivement, il développe un shoot extérieur, par exemple, fiable, bah effectivement, il a un profil de free and D qui est extrêmement intéressant. C'est clair que son avenir en NBA, je pense, dépend quand même du fait de développer plus de qualité offensive. Et si c'est le cas, alors je serais très confiant sur son avenir dans la ligue. Absolument, ouais. Absolument. Et encore une fois, tu vois, c'est encore un joueur qui je trouve, lui, a un mental exemplaire Regarde. pour la NBA. Et c'est drôle parce que je sais plus si c'était avec B-Basket ou Basket USA, dans une interview où il a parlé que lors de son passage aux Spurs, Greg Popovich lui avait dit justement, surtout, tiens-toi toujours prêt, continue de bosser, même si tu as l'impression que tu joues pas, même si tu as l'impression que tu es en train de perdre ta place ou que ça se présente pas comme tu l'aurais souhaité, comme tu l'aurais voulu, ne lâche jamais l'affaire parce que tu ne sais jamais, il y a des opportunités, des blessures, quelque chose qui va se passer, qui va faire que tu vas avoir des minutes et c'est parce que tu seras prêt à jouer ces minutes-là, parce que tu seras prêt à taper dans l'œil du coach et de saisir cette opportunité pour lui dire hey, donne-moi plus de minutes, que tu vas être capable de progresser et d'avancer dans ta carrière. Et Exactement. c'est Ouais, marrant comment il parle de ça et de ce qu'il a retenu de son passage aux Spurs. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'aux Spurs, c'était un joueur difficile, enfin c'était dur de le voir jouer et il évoluait pas souvent sur le parquet. Donc c'est étonnant de voir ça. Et c'est pareil, il a parlé du fait qu'il il voyait régulièrement
si, tous les mois, je crois, Boris Dio. Boris Dio a une excellente relation avec Thiago Splitter, donc pareil, ça discute pas mal. Il y a le fait que Thiago Splitter a été coach de Paris Basket, qui est ce contact avec la France particulier qui est appréciable manifestement. Donc c'est cool. J'ai l'impression c'est une bonne dynamique pour Sissoko à Portland, et je croise les doigts pour que ça continue pour lui dans ce sens-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça, exactement. Et oui, effectivement, c'est absolument capital pour un jeune joueur en NBA qui cherche à se faire une place de rester toujours prêt, constamment prêt. C'est un truc qui revient beaucoup chez les joueurs qui ont suivi des chemins un peu différents du chemin classique du joueur drafté qui s'impose tout de suite. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui pour se faire une place en NBA. Absolument. Aux Grizzlies, c'est là qu'a terminé Ryan Rupert. Il a été donc coupé par les Blazers. Il a poursuivi sa route à Memphis où il a signé un contrat de 10 jours. Donc ça, c'est vraiment le contrat d'entrée en NBA. Puis il a signé un two-way avec un nombre de rencontres limité. Je crois qu'il lui reste... il peut jouer dans 4 des 7 prochains matchs de Memphis. Enfin, des 7 derniers matchs de Memphis. Je crois qu'ils ont Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc voilà. Bon, il a clairement des difficultés existant en NBA pour le moment. Il alterne avec la G-League lui aussi, c'est pareil. Alors pour gagner en confiance, gagner des minutes, essayer de faire ses preuves. Voilà. J'aimerais quand même qu'on souligne, malgré tout, que réussir à se maintenir dans l'effectif d'une franchise NBA, c'est en soi miraculeux. Faut jamais l'oublier, ça. Réussir à être sur un banc NBA, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et Rupert, je sais pas trop ce que ça va donner. Il a été rejoint par un autre Français, Adama Ball. C'est le 22e Français à rejoindre la NBA. Il a signé, lui, un contrat de 10 jours également avec Memphis. C'était samedi dernier. Il s'est montré sur les quelques matchs qu'il a disputés. Il a notamment eu ce 3 points. Ses premiers points en NBA, c'était un 3 points bien clutch face aux Bulls sur le corner. C'était assez drôle. Il a fait 1 sur 8 dans la soirée et son panier, c'était un panier décisif. Ça, c'est drôle. Et voilà, donc j'espère qu'il va réussir à convaincre l'équipe de lui donner un two-way la saison prochaine éventuellement, ou une autre équipe, à voir comment ça se passe. Mais c'est cool d'avoir des joueurs comme ça qui ont potentiellement l'opportunité de s'accrocher en NBA. Bah écoute, oui, Rupert, il a été coupé après 2 ans et demi assez moyens, principalement parce que la franchise avait besoin d'un slot dans l'effectif justement pour proposer un contrat à Sidi Sissoko, et on va pas être choqué, tu vois, il était dans la dernière année de son contrat rookie, sa progression était pas suffisante pour se faire une place dans le roster. Bon, il a un côté qui est un peu frustrant, Rupert, parce qu'il a des vraies armes compatibles avec la NBA, son envergure, son profil, mais c'est vrai que jusqu'à présent, il a pas réussi à s'imposer. Il a eu des limites, notamment au shoot, qui étaient un peu problématiques. Mais c'est vrai qu'il a eu une vraie opportunité de rebondir du côté de Memphis après avoir été coupé. Tu l'as dit, d'abord via contrat de 10 jours. Et finalement, ça a été une bonne pioche pour lui comme pour la franchise qui lui donne un vrai rôle avec des responsabilités. Bon, là, il a été renvoyé en G-League parce qu'il est victime du quota de matchs autorisés en joueur two-way. Mais début mars, il avait beaucoup de temps de jeu. Il a eu plus de 30 minutes de moyenne, ce qui est aussi la preuve que Isalo lui donne de la confiance. Bon, il lui reste très peu d'opportunités de se montrer avec Memphis d'ici la fin de la saison. J'espère que ça suffira à lui donner une nouvelle opportunité l'année prochaine. Ce serait bien pour lui, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il a pas du tout lâché l'affaire. Il continue à se battre. Lui aussi, il se tient prêt à la moindre opportunité. Mais ouais, pour l'instant, je trouve que c'est un peu difficile de se projeter sur lui. Ouais, complètement. Et Adam Abal, il vient de débarquer. J'ai pas 36 000 trucs à dire. Il a fait 3 matchs, quoi. Voilà. Qui était pas dégueu, d'ailleurs. Oui, mais bien sûr, et lui aussi, il est clairement dans une quête de montrer assez pour donner envie à une équipe de lui redonner une chance la saison prochaine. Et ça sera probablement via un two-way contract, mais c'est pas grave, en fait. On l'a vu cette saison, il y a plein de joueurs qui ont brillé en étant en two-way contract et qui ont fini par décrocher un contrat. Je veux dire, aujourd'hui, il vaut largement mieux être en two-way contract plutôt que d'être sans contrat tout court. Tout à fait. Killian Hayes, on va parler des Kings. Killian Hayes qui a fait son retour en NBA contre toute attente. Il a signé un contrat de 2 ans avec les Kings. Là, son contrat sur la saison, là, il est à moins de $450 000. Et il a eu une option pour la saison prochaine qui n'est pas garantie. C'était le 7e choix de la draft en 2020. Il a 24 ans. Bon, je sais pas trop quoi penser du retour de Killian Hayes. Si tu regardes, il a à peu près les mêmes difficultés que quand il était en difficulté au moment où il était en NBA. Donc, je sais pas trop à quoi m'attendre le concernant.
Je sais pas s'il va réussir à convaincre les Kings de le maintenir ou qui que ce soit d'ailleurs. J'ai toujours un faible pour Killian Hayes. C'est quelqu'un qui me paraît très sympathique et on peut pas dire qu'il se bat pas pour essayer de se faire sa place. Ouais, puis c'est un bon Mais créateur quand même. oui, oui, complètement. Ouais. Il a des vraies qualités de joueur, mais bon, en termes d'efficacité, c'est pas ça, quoi. Ouais, bah il a été très critiqué après avoir fait le pari de la G-League, hein, si j'en crois les déclarations de son agent là, après la signature de ce contrat. Visiblement, Mm. y a beaucoup de gens qui ont saisi l'opportunité pour le critiquer. Moi, j'ai un peu tendance à penser qu'il n'y a pas de chemin tout tracé idéal pour revenir en NBA après un premier échec, et là, il est un peu en train de le prouver. Écoute, ça fait plaisir pour lui, le fait de transformer l'essai en signant un contrat de 2 ans après les 2 contrats de 10 jours. Ça prouve qu'il a su convaincre le staff et le front office, non seulement par ses performances sportives, mais aussi par son attitude au quotidien, à l'entraînement, etc. Donc, tu l'as dit, hein, la deuxième année de ce contrat, elle est pas garantie du tout. C'est aussi un moyen de le maintenir sous pression. Mais ouais, il illustre à quel point c'est difficile de faire son trou en NBA une fois que tu as raté le train une première fois. Il a eu des opportunités après son premier contrat à Détroit. Il a parfois montré des choses intéressantes. À Brooklyn, par exemple, l'année dernière, dans mes souvenirs, il a des bonnes séquences, mais finalement, parfois, on lui a même pas laissé le temps de faire ses preuves. À Cleveland, il avait été coupé avant même la reprise de la saison parce qu'il s'était raté en pré-saison, mais voilà, son parcours montre à quel point la NBA est impitoyable, et le Ouais. fait de continuer à espérer, de continuer à se battre pour décrocher une nouvelle chance, c'est très loin d'être simple. Ces mecs-là, ils rêvent de la NBA, et quand on rêve s'effondre une fois, il faut des vraies ressources mentales pour continuer à se battre. Lui, il le fait, donc je suis très content s'il décroche une nouvelle chance. Maintenant, j'aime bien son profil, je trouve que c'est un bon créateur, mais il faut absolument qu'il progresse au shoot extérieur. C'est un élément qu'on met en avant depuis sa draft. Ça fait 5-6 ans maintenant qu'on attend de voir des progrès dans ce domaine-là. Et pour le moment, ça évolue pas beaucoup, et c'est sûr que c'est difficile d'être optimiste pour la suite tant qu'il n'aura pas progressé là-dessus. En fait, le dénominateur commun de plein de joueurs aujourd'hui français en NBA, c'est l'incapacité à être efficace offensivement. Ouais, Alors, on comprend bien pourquoi, le manque de temps de jeu, l'impossibilité de se mettre en rythme. Voilà, c'est compliqué. T'as très peu d'opportunités. Il faut que tu sois efficace tout de suite sur un temps record. Et c'est vrai que pour les profils défensifs, c'est plus facile d'exister parce que tu peux apporter quelque chose qui est immédiat, qui est perceptible. Alors que quand tu commences à rater des tirs, non seulement d'un point de vue mental, c'est compliqué, mais en plus, au bout d'un moment, tes pourcentages, ils piquent du nez et toi, tu t'es plus crédible quelque part. oui, et Et puis je veux dire, auprès du grand public, il y a quand même aussi beaucoup, beaucoup de gens qui regardent pas tous les matchs, surtout pas des équipes dont ils ne sont pas fans. Et c'est sûr que le premier truc que tu vois sur un joueur, bah, c'est ses statistiques, c'est son pourcentage d'adresse, et ça peut te ruiner une image assez rapidement. ouais, et puis sur le terrain, tu vois bien ils sont un peu perdus sur où ils doivent être, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Bah, c'est un peu un cercle vicieux aussi, C'est tu ça qui est vois. compliqué, ouais, bien sûr, mais tout à fait. Ça T'es nourrit. sur une série de matchs où t'en Ouais. mets pas un dedans, c'est difficile d'aborder le suivant en étant en pleine confiance. Et tu l'as très 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 bien dit. C'est quand quand t'as loupé le premier train, les ressources mentales qu'il faut pour continuer à s'accrocher. Et rien que pour ça, je voulais saluer Kylian Hayes parce Ouais, que c'est hyper respectable, vraiment, de c'est réussir le à courage qu'il faut, rebondir comme c'est ouais, ça, ouais. carrément. Il lâche pas le morceau et ça, on pourra jamais lui reprocher ce truc-là, quoi. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui auraient complètement lâché le truc. Bien sûr. Et j'espère vraiment que sa carrière, qu'elle soit en NBA ou ailleurs, se poursuive et qu'il trouve sa place dans le basket professionnel, qu'il puisse avoir une belle carrière. C'est ce que je lui souhaite. Maxime Reynaud, je pense qu'avec Moussa Diabaté, pardon, c'est probablement la meilleure surprise de cette saison en ce qui me concerne, hein, chez les Français. Il était 42e pick de la draft en juin dernier. Il a su, pour le coup, tirer profit de toutes les opportunités qui ont été offertes par son coach, Doug Christie. Son jeu évolue à une vitesse à peine croyable. Il a surtout gagné en confiance. Il ne se laisse jamais marcher sur les pieds. On a vu quelques performances vraiment qui nous ont sauté aux yeux, notamment ce match à 32 points, 9 rebonds face aux Spurs de Wembanyama à la mi-mars. Alors oui, les Kings se font étriller quasiment tous les soirs. Et dans ce match d'ailleurs des Spurs, ils se font laminer. Ouais. Mais non, mais je suis désolé, mais on peut être tenté de dire qu'une bonne perf dans une rencontre à sens unique perd son sens, mais je suis pas vraiment de cet avis personnellement. Non, pas En pour un rookie. NBA,
même quand tu es dans une équipe en perdition, être capable de produire sur le terrain, euh, je pense que ça reste quelque chose de conséquent. Tu peux pas virer ça d'un revers de la main en disant attends, mais marquer 32 points dans une défaite où ils se sont mangés je sais pas combien de points de retard. Je suis désolé, non. Il y a un moment, faire ce que fait Maxime Reynaud, malgré le fait qu'il évolue aux Kings et que souvent ce sont dans des défaites cuisantes, je trouve pas ça ridicule, loin de là. Moi, je trouve qu'il est en train de se faire un nom en NBA. Il y a vraiment des soirées où il est sorti du lot. Et moi, j'applaudis des deux mains ce qu'il est en train de produire cette saison. Clairement. Bah franchement, moi je suis désolé, mais il compte parmi les meilleurs rookies de la saison. Hein. Genre, Je suis d'accord. derrière les Cooper Flag, Concanapel, Harper, etc., il y en a quand même pas beaucoup qui font mieux que lui. Il nous fait une saison, je crois, à 12 points, 7 rebonds de moyenne, avec des vraies belles perfs, tu l'as dit, hein, des matchs à 25, 30 points, des gros double-double. Il a un match à 21 points, 19 rebonds contre les Pels, il a un match à 17 points, 14 rebonds contre Orlando. Euh, on en revient toujours à la même chose, c'est guetter les opportunités et savoir les saisir. Là, l'opportunité, c'est la blessure de Sabonis. Sabonis, il a joué moins de 20 matchs cette saison. Il avait une vraie belle opportunité. Il s'est absolument pas raté. Il a des vraies qualités, Reynaud. Hein. Ses coéquipiers ont notamment vanté son toucher de balle. C'est quelque chose qu'on peut voir à chaque match. Ses qualités à la finition. Il a une vraie intelligence de jeu aussi. Ça fait clairement partie de ses forces. Il y a cette relation avec Westbrook, visiblement ils s'entendent très bien, et d'ailleurs Westbrook a probablement un lien avec les progrès qu'il a fait en cours de saison, notamment en termes de pick and roll. C'est d'ailleurs quelque chose dont Reynaud a parlé plusieurs fois, sur le fait que Westbrook lui donne des conseils, dans la confiance qu'il dégage aussi. Il a une vraie part de responsabilité dans sa réussite actuelle. Et voilà, il a pleinement convaincu son coaching staff. Doug Christie ne tarit pas d'éloges le concernant sur son rôle en attaque, sur sa capacité à scorer. On sent qu'il est plein d'anticipation sur ses progrès à venir. Et c'est bien. En fait, Reynaud, on sent que c'est un joueur qui est plus mature que la plupart des rookies. C'est un mec qui a fait ses 4 ans à l'université. Que ce soit sur le parquet ou même en dehors, en interview, on sent qu'il a une vraie aisance. Il est vraiment en confiance. On va attendre un peu avant de s'enflammer, évidemment. Oui, oui. C'est une superbe saison rookie, mais il est dans une équipe qui ne joue rien, il n'y a aucune pression, il n'y a pas d'exigence de compétitivité. Donc, on attend de le voir convertir l'essai sur les saisons à venir dans un contexte peut-être plus compétitif, quoique on peut en douter vu qu'on parle des Kings. Mais voilà, c'est une superbe pioche pour la franchise. C'est un 42e choix de draft, propulsé titulaire, qui fait le taf, avec des axes de progression évidents, notamment sur le plan défensif, mais qui est déjà allé bien au-delà des attentes de Sacramento, comme l'a expliqué Christie en conférence de presse il y a quelques jours. Et franchement, ouais, pour moi aussi, c'est une vraie surprise, et c'est beaucoup, beaucoup de plaisir à le regarder jouer. Si tu ramènes ces stats à 100 possessions, il est à 22 points, 13 rebonds en moyenne, le gars. Il a son petit shoot à 3 points, qui est pas ridicule. C'est pas un gros volume, hein, mais du tout même. Mais c'est pas ridicule du tout. Tu sens qu'il y a un potentiel. Et en tout cas, il a pas peur de les prendre, les tirs. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Et son ratio attaque-défense, il est pas ridicule non plus. Franchement, ce joueur me fascine. Je trouve ça incroyable, le fait qu'il ait été sélectionné aussi bas dans la draft. Personne n'attendait ce gars. Ouais. Et aujourd'hui, c'est devenu clairement quelqu'un dont on entend parler sur les réseaux de fans NBA aux États-Unis. Les commentateurs, et certains disent ah, dis donc, c'est qui ce gars-là? C'est Maxime Reynaud, c'est qui? Il existe. Et Ouais, mais c'est ça, franchement, mais ça, c'est énorme, quoi. c'est aussi un peu une leçon sur les jeunes qui sont pas forcément les plus attendus de leur classe de draft, qui sont pas forcément les plus talentueux et tout. Faire 4 ans en université, ça te donne quand même des fondamentaux, enfin ça te donne une maturité dans le jeu qui est quand même pas Mm. qui est plutôt pratique quand tu déboules en NBA avec un peu un rôle a priori en marge quand il y a pas trop d'attentes sur toi, c'est quand même c'est des atouts qui sont importants. Bah, la compréhension du jeu, c'est hyper important. Ça, c'est pareil, on en parle souvent dans le podcast, mais tu vois bien les joueurs qui comprennent rien de ce qui se passe sur le terrain et ceux qui saisissent immédiatement la manière dont ils vont pouvoir être efficaces, dont ils vont pouvoir se mettre au service du collectif, tout en produisant. Tout à l'heure, je parlais de Charles Lee. Quand il parle de Tidjane Salin, c'est ce qu'il explique. Le gros changement entre son année rookie et sa deuxième saison, c'est à partir du moment où il a compris qu'il n'était pas obligé
de penser à prendre les tirs pour exister, si ça fait sens ce que je Ouais, suis en c'est train de ça. dire. Il n'a pas besoin de scorer pour exister, il n'a pas besoin de prendre tous les rebonds pour exister. Ses points et ses rebonds, il va beaucoup plus ressortir aux yeux du coaching staff quand il va les produire dans le sens du collectif. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça la perception qu'il faut avoir quand on regarde un joueur sur un parquet. C'est que de faire des stats individuelles, c'est une chose, mais ça ne rime à rien si elles ne s'inscrivent pas dans un collectif. Parce que le basket est un sport collectif. Et c'est une erreur qu'on fait souvent, d'ailleurs, quand on parle des joueurs et qu'on est toujours là à se concentrer sur individuellement qu'est-ce qu'ils font. Et d'ailleurs, les meilleurs joueurs de la ligue, ils font les deux. Non seulement individuellement, ils sont absolument effarants, et en plus, ils arrivent à emporter leur équipe avec eux. Et tu as des joueurs dont je ne vais pas citer les noms maintenant, qui, à contrario, eux, font des stats, scorent des points, mais c'est totalement vide de sens. On parle de Maxime Reynaud aux Kings. Zach LaVine, pour moi, est un joueur comme ça. Ah, tu Zach vois, t'as La- cité le nom. Bah non, mais c'est un joueur évident, Zach LaVine, pour le coup. Oui, J'ai mais pas t'avais dit que tu citerais pas. Tu vois, t'es méchant avec le pauvre Zach. mais c'est mais c'est un très bon exemple, Zach LaVine. C'est un joueur Ouais. qui individuellement est magnifique à regarder jouer. Quand tu le vois sur un terrain, tu te dis mais comment ce mec n'est pas une superstar de la ligue, quoi. Il sait tout faire et il a des capacités athlétiques, enfin un peu moindre maintenant il enchaîne les blessures tout le temps, mais parce qu'en plus il est d'une fragilité déconcertante. Mais c'est un joueur qui individuellement, il a absolument tous les moves et pourtant il est incapable de faire gagner son équipe. Ouais. C'est fascinant. C'est fascinant. On va terminer le podcast parce que le temps presse de mon côté. On va parler des Bucks et d'Ousmane Dieng. Il a été sélectionné par le Thunder en 2022. On voit qu'il a pu développer son jeu là-bas. Franchement, chaque fois que je vois Ousmane Dieng faire des bons trucs sur un terrain, je me dis l'école Thunder est quand même. Il faut quand même reconnaître le talent de ces gens-là pour développer des talents. À Ouais, et la puis, date limite des transferts, en février, il a été transféré aux Hornets, puis aux Bulls, avant de finir sa course à Milwaukee. Et là, la nuit dernière, il vient de signer sa meilleure performance en carrière face aux Rockets. 36 points, 10 passes, 9 rebonds. Et avec la manière, pareil, on peut dire, ouais, mais attends, c'était un match où les Bucks étaient difficilement dans la rencontre et tout. Les Bucks, ça joue plus rien. Trouvez-moi toutes les excuses que vous voulez. Je suis désolé. Quand tu regardes Ousmane Dieng dans cette rencontre, tu vois son jeu en pénétration, tu vois sa capacité à se distancer des défenseurs pour créer son shoot. Tu vois une certaine lecture du jeu qui est quand même assez avancée et qui laisse. Il a quel âge, Ousmane Dieng? Il a 22 ans, un truc comme ça. ouais, il a 22, ouais. Euh, je suis désolé, mais ce mec, il a un talent évident à mes yeux. Et Ouais. je veux croire en ce type-là, c'est pareil, je crois tellement en Ousmane Dieng, Charlie. Mais c'est marrant parce que outre le fait qu'effectivement on voit à quel point OKC arrive à développer les joueurs, on voit aussi à quel point c'est difficile de se faire une place dans cette rotation parce qu'effectivement quand tu le vois, quand tu vois comment il se régale là à Milwaukee, ouais, tu te dis que quand même il aurait peut-être pu gratter un statut plus important à OKC, trouver plus de temps de jeu, mais cette équipe elle est tellement stack, il y a tellement de talent, il y a tellement de joueurs que c'est Ouais. compliqué. Mais oui, mais écoute, ça fait plaisir pour lui. Il est en train de lancer vraiment sa carrière NBA après 3 ans et demi dans une équipe qui était peut-être trop forte pour qu'il ait vraiment la place de s'exprimer dans la continuité. Là, du côté de Milwaukee, c'est l'inverse, presque au point d'en devenir caricatural. Mais écoute, ouais, je suis content pour lui parce que la trade deadline, elle a dû être difficile. Il a été tradé 3 fois en 48 heures, tu l'as dit. Il a finalement pu trouver un environnement dans lequel enchaîner les matchs, avoir un vrai rôle. Alors certes, c'est dans une équipe sans ambition, mais d'abord, visiblement, les Bucks essayaient de mettre la main sur lui depuis un moment. Du moins, c'est ce qu'il a expliqué. Et ça, c'est déjà très positif. Il est désiré là où il est. Ensuite, cet environnement lui permet non seulement d'enchaîner les minutes, mais aussi d'avoir un vrai rôle sur le parquet, de démontrer à quel point il a des qualités. C'est devenu une des principales options offensives de cette équipe. En défense, il se bouge, il se bat. Bref, c'est un trade qui était une vraie opportunité pour lui de se montrer, de prouver qu'il avait sa place en NBA. Et de ce point de vue-là, c'est une énorme réussite. Il est peut-être le principal gagnant de cette fin de saison du côté des Bucks, et ça fait vraiment plaisir pour lui, parce que
Il a eu encore un début de saison assez moyen avec OKC, avec des temps de jeu très fluctuants en fonction des nombreuses absences chez les champions en titre. Il est passé de moments où il jouait 15 minutes par match de manière assez stable à des semaines où il jouait pas du tout. Alors certes, c'est une situation qui est assez classique pour un joueur en bout de rotation, mais c'est quand même très loin d'être idéal pour qu'un jeune joueur puisse trouver du rythme et progresser. Donc ouais, très très content de le voir à Milwaukee, très content de voir que il est en train vraiment de tirer son épingle du jeu et j'ai hâte de voir la suite. Écoute. Lui aussi, il a ce problème de constance, il a ce problème de répéter encore et encore, et c'est ce qui distingue de toute façon la crème de la crème des role-players et des joueurs qui galèrent pour se faire une place. Mais je peux pas voir Ousmane Dieng sur un terrain, même quand il foire certaines rencontres, où il rate des tirs et ainsi de suite. Je suis désolé, les mouvements qu'il a, les capacités qu'il a dans son jeu, enfin, je trouve il a vraiment du talent. Il a vraiment beaucoup de talent, ce mec-là. Ouais, il a vraiment des Et moves. à 22 ans, j'ai encore envie de croire que c'est possible pour lui de continuer à passer les paliers. Et si à Milwaukee, il trouve sa place et qu'il arrive à faire son trou, c'est-à-dire à intégrer la rotation de façon crédible, et bah tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, c'est ce que je lui souhaite. Ça va être intéressant parce que là, les Milwaukee peuvent lui mettre la qualifying offer, pour la saison prochaine. Et si c'est pas le cas, écoute, on verra. Dans tous les cas, il arrive bientôt à la fin de son contrat rookie. Là, il est en train de faire des performances au meilleur moment pour lui. Complètement. Et même pour l'optique équipe de France, je veux dire, Ousmane Dieng, c'est quand même un profil hyper intéressant. Va falloir faire des choix quand même un jour. Hein. On en a Ouais, trop là, sûr. on a trop de profils intéressants là. Mais Ousmane Dieng, ça peut être un ailier avec une certaine envergure, qui a des capacités, qui peut jouer exactement le jeu dont on a besoin autour de Victor, quoi. Je suis désolé, mais Dans l'idée, ouais, je suis tout à fait d'accord. il est quand même ultra polyvalent, Ousmane Dieng. Mais t'as raison, on va se retrouver avec l'embarras du choix et toujours avec ce poste de meneur où il n'y a pas les mecs qu'il faut, quoi. Merde. En tout cas, j'ai l'impression, quoi. Poste de meneur, c'est compliqué, quoi. Il y a rien d'idéal, vraiment, quoi. Il nous manque ce créateur-là. Ouais, bah possible. Écoute, Kylian Hayes, hein. Qu'est-ce que t'es de quoi? Tu crois? Non. Non, ah, d'accord, tu fais un 1er avril. Non, mais bon, tu me parles de créateur. C'est le premier qui me vient à l'esprit, écoute. Non, mais un mec qui arrive à mettre des tirs aussi, tu vois. Pas qui va bazarder le truc à chaque fois, quoi. Je sais pas. Ou un pur meneur, mais ça, c'est pareil, ça n'existe plus en NBA. Les meneurs purs, tu sais, les mecs à qui on demande pas forcément de faire du scoring. Aujourd'hui, qu'on a quasiment que des combo guards, quoi. Si t'es meneur, il faut absolument que tu saches scorer, sinon t'existes pas ou t'es sur le banc, quoi. Donc bref. Merci Charlie de m'avoir accompagné. Bah écoute, avec plaisir. Yes. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et j'espère que ça vous a plu, ce bilan des Français. Voilà, on va passer prochainement aux choses sérieuses, aux analyses avant les playoffs. Ça va pas tarder. Donc voilà, on va essayer de vous concocter les prochains épisodes là, de façon à faire le play-in et tout ça, à commencer à attaquer toute cette période de l'année qu'on attend tous de pied ferme. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne journée, un excellent week-end et je vous dis à mardi matin. Ciao, bye bye.